Et si la clé du pouvoir n'était pas l'indépendance totale, mais au contraire, le fait de rendre les autres complètement dépendants de soi? C'est une stratégie qui peut sembler aller contre tout ce qu'on nous apprend, mais elle est redoutable. On va explorer ça aujourd'hui, en se basant sur la loi 11 des célèbres 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Et vous allez voir, ce n'est pas juste de la manipulation, c'est une véritable question de survie et d'influence. Voilà une idée un peu dérangeante, n'est-ce pas? On pense tous que pour réussir, il faut être exceptionnel, montrer son talent. Pourtant, dans les jeux de pouvoir, afficher ses dons de manière trop évidente peut se retourner contre nous. Ça peut devenir notre plus grand danger. Surtout quand on commence à faire de l'ombre à des supérieurs un peu susceptibles. C'est exactement ça le piège du talent. D'ailleurs, la toute première loi du pouvoir de Greene nous met en garde. Ne surpassez jamais le maître. L'ignorer, c'est une erreur fatale, et pourtant elle est si facile à commettre, que ce soit par pure naïveté ou, soyons honnêtes, par un excès d'ego. L'histoire de Nicolas Fouquet, le ministre des Finances de Louis XIV, est l'exemple parfait de ce piège. Pour inaugurer son magnifique château, il organise une fête tellement somptueuse, tellement spectaculaire, qu'il a, sans le vouloir, humilié le jeune roi. Le résultat? Il ne s'est pas fait attendre. Dès le lendemain, Fouquet était arrêté. Et qui l'a remplacé? Le discret, l'effacé Jean-Baptiste Colbert. Lui, il avait tout compris. Son rôle n'était pas de rivaliser avec la lumière du roi Soleil, mais de la faire briller encore plus fort. La leçon est donc brutale, mais claire. Le pouvoir, ce n'est pas toujours montrer à quel point on est fort. Souvent, c'est savoir dissimuler sa force pour ne pas réveiller l'insécurité de ceux qui sont au-dessus de nous. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que ses supérieurs paraissent encore plus brillants grâce à notre travail. Bon, d'accord. Si briller est un piège, comment fait-on pour gagner en pouvoir sans se mettre en danger? Eh bien, la solution est au cœur de notre analyse. Il faut créer de la dépendance. C'est la fameuse 11e loi du pouvoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, créer la dépendance? Attention, on ne parle pas d'être un simple assistant ou une béquille. Non, on parle de tisser sa toile si profondément dans les affaires du maître que l'idée même de se passer de nous deviendrait un cauchemar, un vrai chaos. C'est là que réside le véritable pouvoir, quand on devient indispensable. Et ce n'est pas une idée nouvelle, loin de là. Machiavel, le maître stratège de la Renaissance, l'avait déjà compris il y a des siècles. C'est la dépendance qui assure la loyauté, bien plus sûrement que l'amitié ou l'admiration. C'est la nécessité qui gouverne le monde. Très bien, mais comment on fait concrètement pour créer cette dépendance? Le premier pilier, c'est ce qu'on pouvait appeler le monopole des compétences. L'idée, c'est de développer un talent tellement unique que personne d'autre ne peut vous remplacer. Alors, la recette en quelque sorte. Étape 1. Posséder un talent qui n'est pas juste bon, mais créatif, irremplaçable. Étape 2. S'intégrer tellement dans les rouages du système que vous enlevez en gripperez toute la machine. Et enfin, étape 3, le coup de maître, s'assurer d'être le seul et unique gardien de cette compétence ou de cette information vitale. Prenez Michel-Ange. Il n'était pas juste un artisan au service des pâtes. Son talent était si exceptionnel, si irremplaçable, qu'il pouvait négocier d'égal à égal avec les hommes les plus puissants de son époque. Pourquoi? Parce qu'il dépendait de son génie pour assurer leur propre gloire. Ça, c'est le pouvoir ultime du monopole des compétences. Ok, une fois qu'on a ce monopole de compétences, il y a une deuxième étape tout aussi cruciale. Il faut rendre notre remplacement extrêmement coûteux. C'est ce qu'on appelle en économie le coût de transfert. Il ne suffit pas d'être le meilleur, il faut que l'idée même de se séparer de nous soit juste trop compliquée, trop chère, voire trop dangereuse à envisager. La différence est énorme. D'un côté, on a l'actif remplaçable. Son rôle est simple, son pouvoir est limité, le remplacer ne coûte pas grand-chose. De l'autre, on a le partenaire indispensable. Son départ ne crée pas juste un petit vide, il déstabilise tout l'édifice. C'est là que se trouve le véritable levier du pouvoir. Un coût de transfert exorbitant. John D. Rockefeller a appliqué ça à une échelle monumentale. Il n'a pas cherché à avoir le meilleur pétrole du monde. Non, son coup de génie a été de prendre secrètement le contrôle de l'infrastructure essentielle, les chemins de fer. D'un coup, tous ses concurrents se sont retrouvés piégés. Ils dépendaient de lui, de son réseau, pour transporter leurs propres produits. Il a rendu le coup pour trouver une autre solution impossible. Mais, et il y a toujours un mais avec les lois du pouvoir, il faut faire attention. Cette loi contient un paradoxe, une sorte de mise en garde. Pousser cette stratégie à l'extrême en visant une indépendance totale peut en fait être très dangereux. Parce que voilà le retournement de situation. Un monopole absolu mène à l'isolement. Et l'isolement, ça crée du ressentiment. Ça unit nos ennemis contre nous. En cherchant à n'avoir besoin de personne, on finit par se couper du jeu. Et paradoxalement, on s'affaiblit.
Donc l'objectif stratégique ultime, ce n'est pas de ne dépendre de personne. C'est beaucoup plus subtil. C'est de créer une dépendance mutuelle si forte que le maître, pour sa propre survie, ne peut tout simplement plus se passer de nous. Il devient, d'une certaine manière, notre prisonnier. Le rapport de force est inversé sans qu'il y ait eu la moindre bataille. Au final, la leçon est assez vertigineuse. Le vrai pouvoir ne réside pas dans une indépendance illusoire, mais dans une position centrale, indispensable. La question n'est donc pas de savoir comment se libérer de tout, mais plutôt comment devenir le point central dont tout le monde dépend. Une réflexion qui change complètement notre vision du pouvoir.